Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast juridique de Juris Media. On est accompagné d'un grand ancien avocat, Nicolas Beaulieu. Ça Bonjour. va? Ouais, ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Ouais. Et du coup, Nicolas a fait une grande carrière juridique. Il a été fonctionnaire, il est aujourd'hui prof. Il raconte beaucoup de ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, comment c'est les dérives de ce fantasme justement qu'ont les gens des cabinets d'avocats d'affaires, des grands cabinets d'avocats d'affaires. Et il est venu nous en parler. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc rapidement, Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Beaulieu, j'ai environ 35 ans. Je suis un homme blanc, non-binaire, cisgenre, à tendance écosexuelle. Voilà, c'est le résumé. Ok, top. Euh, Pourquoi est-ce que, à l'origine, tu as fait du droit? Est-ce que tu pourrais justement nous raconter Bien sûr. la chronologie de ta carrière? Comment t'en es arrivé à devenir avocat? C'est une excellente question et je pense que c'est vraiment la question fondamentale. En fait, moi, j'ai fait du droit tout d'abord parce que la plus belle fille du lycée, elle est à la fac de droit. Et je pense que c'était un des moteurs principaux de mon parcours juridique et d'ailleurs dans toute ma carrière. Ça a été vraiment le driver essentiel de ma carrière, les belles femmes. Et donc, avant tout, le droit, c'est une trajectoire purement, comment dire, à tendance séductrice, je dirais. Voilà. Pour le reste, le talent a joué et je suis devenu l'avocat que je suis aujourd'hui, enfin que j'étais. Et c'était comment, si tu devais résumer? Tu as été avocat pendant combien d'années? Combien de temps? Alors, en fait, je suis toujours, hein. Donc j'ai, ma carrière a commencé très tôt, après l'université. En fait, moi, j'ai commencé, en 2008, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai fait un stage chez BTC Smith, l'été, donc du 15 juin au 15 juillet. J'étais d'abord, on m'a donné comme travail de m'occuper de la fusion-acquisition, la FUSAC. Donc j'étais très heureux. J'avais mon petit bureau à côté de la secrétaire, c'était formidable. Ensuite, du 15 juillet au 15 août, j'ai fait un stage à Franprix. Et c'est là que j'ai pu vraiment apprécier la valeur de l'argent. J'étais hôtesse, enfin pas hôtesse, haute de caisse. Et c'est là vraiment que j'ai pris le goût de manipuler l'argent. Et ça m'a vraiment donné cette envie de m'investir dans la finance internationale. Et donc après, je suis retourné chez BTC Smith. Et là, avec toute cette expérience, je dirais que ma carrière a décollé. 10 ans plus tard, j'étais devenu partenaire manager du cabinet, quoi. Donc c'est vraiment ouais, c'est fulgurant. Donc une grande carrière, pas si longue que ça carrière. C'était quoi l'élément déclencheur qui t'a fait dire que c'était trop, que c'était pas ce qui te correspondait? Qu'est-ce qui a déclenché? En fait, ce qui a déclenché le changement de carrière, passer du barreau à la plume, ça a été avant tout le Covid, hein. Le confinement, je m'étais avec mon ex-femme, alors qui n'était plus la jeune femme de la fac de droit, c'était une autre évidemment. Donc j'étais avec mon ex-copine qui me faisait beaucoup de reproches sur le fait que je n'étais qu'un dealer de Fusac, un dealer tout court. Ouais, je n'ai pas capable de faire autre chose que de gagner de l'argent. J'ai voulu lui prouver le contraire. Donc pendant le confinement, je me suis isolé, je me suis retrouvé face à moi-même. Mes démons sont revenus très vite et j'ai pu voilà, prendre ce chemin qui ne m'a plus jamais quitté depuis. Et voilà, donc l'élément déclencheur, ça a vraiment été ce confinement, c'est moi cloîtré à réfléchir à moi-même, l'introspection profonde, et devenir quelqu'un d'autre pour prouver que je ne suis pas que cet avocat à la robe voilà, noire. Ouais. Et justement, est-ce que tu pourrais nous raconter, nous décrire un peu plus ton quotidien quand tu étais justement avocat dans ces grandes structures? Oui, tout à fait, avec plaisir. Je suis toujours prêt à partager mes expériences, d'autant plus que pour la jeune génération, c'est quand même, je dirais, un peu un phare dans la nuit, je l'entends bien. Donc en fait, le matin, 7 heures en call, 8 heures en call, 9 heures en call, 10 heures en call, voilà, jusqu'à midi, déjeuner au Ritz, 14 heures en call, 15 heures en call, jusqu'à 20 heures, 21 heures, dîner au Ritz, nuit au Pink, et on recommence tous les jours comme ça. Et en boucle, et en Et en boucle, et en boucle, et en boucle. boucle, et on s'arrête pas jusqu'au mois de mars 2021. Ok. Et qu'est-ce qui t'a aimé? Donc, tu fais ta carrière d'avocat, tu commences ta carrière en 2008, Tout à fait, tu exerces, le Covid arrête, dispute avec ta copine, exactement. tu réfléchis sur toi-même, tu te remets en question.
à quel moment tu te dis, je vais écrire un livre? Eh ben, justement, c'est ce confinement là où je me suis dit, je reviens sur toutes ces années, euh, tout ce parcours, ces gens que j'ai rencontrés, ces failles qui se sont construites au fond de moi et que je voulais partager parce que je ne suis pas que justement cet avocat d'affaires, et c'est ce que j'ai voulu prouver à ma compagne, c'est que je ne suis pas que cet avocat d'affaires, je suis aussi un avocat qui a un cœur qui bat, et ça, c'est essentiel. Ouais. Voilà. Aucun regret? Tu Oh, regrettes pas d'avoir tout non, arrêté? aucun regret. Ce que j'ai fait après m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Mais malgré tout, on reste un avocat toute sa vie. On a toujours à cœur de défendre la veuve et l'orphelin, et je le ferai toujours au fond de moi-même. Et justement, donc, tu es écrivain, mais tu es aussi prof à Sciences Po. Exactement. Tu enseignes quoi? Pourquoi prof? Parce que c'est une excellente façon de rester au contact des jeunes générations, parce que j'ai beaucoup à donner, j'ai une vie très riche. Alors, donc, effectivement, la transmission est un élément important, et en plus Sciences Po est plein d'étudiantes, et j'en reviens toujours à mes premières passions. Selon toi, donc, le Lawyer à la dérive, c'est quoi? De quoi ça parle? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Bon, Lawyers à la dérive, c'est en 3 tomes. D'ailleurs, je vous engage à aller voir sur le site lawyersdeladérive.com, vous verrez qu'ils sont tous disponibles à l'achat. J'en profite aussi pour dire qu'aujourd'hui, on a passé les 10 000 exemplaires, donc on est vraiment Félicitations. ravis. Merci, c'est très aimable. Et d'ailleurs, je fais une deuxième digression. Tous les, je dirais, les bénéfices sont reversés à l'association Lilo, il ne faut pas l'oublier. Lilo, donc c'est une association qui travaille pour la réinsertion des personnes sous main de justice. Donc c'est vraiment très important. Parce que moi, ça me tient à cœur. En fait, je ne gagne pas d'argent sur ce livre. C'est avant tout partager, donner, et voilà. De moi, de mon parcours, voilà, c'est ça, en 3 tomes. Donc, il y a 3 étapes de ma vie. La première en tant qu'avocat d'affaires chez BTC Smith, la deuxième en tant que fonctionnaire, haut fonctionnaire, et la troisième en tant que prof à Sciences Po. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir une vie très riche. Donc, j'essaie de la résumer en 3 tomes. Donc, les 3 tomes sont relatifs à chacune de ces parties de ma vie. Ouais, et c'est quoi la frontière entre fiction et réalité au final? Ah bah, il n'y en a pas. C'est que du vrai. C'est exactement. C'est génial. Euh, Selon toi, donc, d'où vient? Parce que c'est vrai qu'on fantasme beaucoup en bien les grands cabinets d'affaires américains, tous Bien ces sûr. trucs-là, les gens qui nous écoutent, tout le monde en pense. Et puis même quand on parle à des non-juristes, ils ont regardé Suits, ils le voient comme ça. Ça vient d'où pour toi, cette idée-là, cette vision-là? Et puis qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense que c'est pas du tout un fantasme. Je pense que c'est absolument la réalité. La vie d'avocat d'affaires est palpitante. C'est tous les jours de nouveaux défis à relever. On brasse de l'argent comme certains. Voilà. Enfin, en tout cas, on est vraiment aux manettes. C'est vraiment cette élite là qui permet de faire fonctionner la finance internationale et mondiale. Voilà. Moi, je pense que vraiment, il n'y a pas de fantasme. C'est vraiment la réalité. Et c'est une rencontre entre un homme et son destin. C'est vraiment. N'hésitez pas, allez-y, quoi. L'avenir vous appartient. Et il y a tout à faire encore. Ok. Quel conseil tu donnerais justement aux jeunes avocats qui ont ce fantasme, justement, qui veulent avoir cette carrière que tu as eue, mais qui n'ont pas du tout l'idée derrière d'arrêter comme toi? Quel conseil tu leur donnerais? Alors moi, je vous reprends, j'ai pas commencé en ayant l'idée d'arrêter. J'ai commencé en ayant l'idée d'aller très loin, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de viser très loin pour pouvoir avancer. Mais allez-y, quoi, tapez dans la masse, je dirais. N'hésitez pas, quoi. Soyez vous-même, allez-y à fond, donnez-vous tous les moyens, tous les coups sont bons. L'avantage de ce genre de métier, c'est qu'il n'y a pas la fin justifie les moyens. Donc personne ne vous reprochera d'être manipulateur et obséquieux. Au contraire, allez-y. Faites jouer vos bons instincts, et allez-y. Franchement. Ouais. Ouais. Et tu penses, Nos limites. et tu penses qu'il faut combien de temps pour faire un bon avocat dans ce genre de cursus? C'est vraiment une bonne question. Moi, je dirais que les avocats, c'est 5 ans de droit, tout le reste à la dérive. Donc, à vous de voir après le temps que vous mettez pour y arriver. Moi, ça a été très vite. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des dérives du coup qui sont présentes dans ces cabinets? Je sais que toi, tu nous parlais de faire des calls, Bien sûr, ouais. de déjeuner au Ritz, mais les pratiques un peu plus courantes, quoi. Bon, la pratique courante, c'est. Je parle beaucoup des stagiaires, hein, parce que c'est vraiment la clé de voûte de ces cabinets, quoi. On ne se doute pas assez que beaucoup
énormément de tâches sont réalisées par sa stagiaire et qui sont. Donc ça, c'est une des pratiques que je dénonce. Également, la drogue, les femmes, les jeux de pouvoir, mais vraiment de manière très nette et sans se cacher, quoi. C'est c'est ça qui est le plus flagrant. C'est l'absence de pudeur de la part des personnes qui sont les partner managers, qui sont vraiment très cash sur ce qu'ils cherchent et sur qui ils Ouais. sont. Ouais. Nicolas Beaulieu, c'est aussi 10 000 abonnés, plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn. C'est quand même assez important. Et pour les avocats, les jeunes avocats qui nous écoutent, développer leur présence sur les réseaux et sur LinkedIn, c'est quelque chose d'assez important et assez compliqué. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de cette stratégie marketing de façon plus générale qui entoure le livre, qui fait que c'est un succès, quoi. Bah, tout à fait, avec grand plaisir. En fait, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir à ma stratégie. En LinkedIn, pourquoi ce média d'abord? C'est parce que c'est un média professionnel et je m'adresse avant tout à des professionnels. Euh, donc très vite, c'est le média que j'ai favorisé. J'ai commencé par faire des posts qui n'étaient pas forcément réguliers et qui tournaient beaucoup autour d'extraits du livre uniquement et vraiment pour favoriser les bonnes pages et les bons mots, qui sont nombreux, hein. D'ailleurs, le livre n'est fait que de bonnes pages et de bons mots, donc au final, il faut toujours... c'est un petit peu peut-être toujours la même chose, entre guillemets. Et au final, depuis quelques semaines, vous avez tous constaté que j'ai intensifié la démarche quotidienne avec des billets d'humeur ou des notes, en tout cas, sur des événements qui me semblent importants. On parle beaucoup d'écosexualité, on parle beaucoup du livre de notre ministre, parce que pour moi, c'est des éléments qui me permettent de mettre en valeur soit mon propre vécu, soit mon travail ou mon roman. Et voilà, donc la stratégie LinkedIn, avant tout, c'est faites des posts qui sont en résonance par rapport à ce que vous avez, à ce que vous êtes et ce que vous avez entre guillemets à vendre. Il faut qu'il y ait une cohérence derrière tout ça, et il faut aussi que ce soit très très régulier, afin que les gens soient habitués et une sorte de routine en fait, de venir lire vos posts en push aussi. Donc voilà, il faut, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais les réflexes après sont assez rapides. Et donc, j'encouragerais tout le monde, tous ceux qui veulent se rendre visibles, en tout cas, à utiliser ce média pour, enfin celui-là ou un autre, hein, mais en tout cas pour la stratégie média est primordiale, en tout cas dans la visibilité qu'on veut avoir et pour les messages qu'on veut faire passer. Merci Nicolas. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes réseaux? Qu'est-ce que tu fais? Bah, vous pouvez me retrouver sur le site LinkedIn, sur le site internet leurdeladérive.com et acheter les livres. Ils sont en vente partout, les éditions Maya. Et j'insiste aussi pour dire que tous les bénéfices sont reversés à Lilo. C'est très important, soutenez-les, même en dehors d'acheter les livres. Merci beaucoup Nicolas. Merci de nous avoir écoutés. C'était un nouvel épisode de Juris Média et à très vite.